aujourd'hui, on dit aux leaders qu'il faut travailler devant, enfin, c'est pas forcément vrai. Si tu es dans l'action, tu perds le recul nécessaire et tu coordonnes pas l'ensemble. J'ai essayé vraiment un peu de gagner la confiance de tout le monde et que j'étais un peu partout. Ça s'est retourné contre moi. J'avais perdu ce qui avait fait de moi un bon chef, qui était ce côté visionnaire. Ta place, elle est pas forcément dans l'action systématiquement. Ouais. Faut que les gens ils se déculpabilisent avec ça. Donc j'avais envie de plaire. Mais en fin de compte, à la fin, je n'aurais pas plu du tout. Bah, le patron, il est jugé sur ses résultats. Hein. L'adhésion, tu la gagnes par tes performances. Quand quelqu'un il a l'air d'avoir un peu d'autorité, patriarcat, mais on a du mal avec ça. Ouais. Pourquoi? Il faut pas confondre autorité et autoritarisme. On aime l'autorité, mais on n'aime pas l'autoritarisme. Quelqu'un qui fait autorité, c'est quelqu'un que tu as envie de suivre en fait. C'est quelqu'un qui est crédible. C'est quelqu'un qui montre un objectif et qui te donne envie d'y aller, quoi. C'est ça l'autorité pour moi. À force de traîner avec des militaires et ils ont une influence sur moi, j'ai sorti ma plus belle veste dont je suis très fier. Je vais finir par me prendre pour un militaire. Mon prochain invité est Hervé Jouff. Il m'a énormément marqué, ça c'est le bon terme. Lors d'un de ses coachings, il a utilisé des mots assez directs. Lui, il ne tourne pas autour du pot. Il invite les chefs d'entreprise, les patrons, les managers à parler vrai. Moi qui suis plutôt un relationnel, qui fait attention aux susceptibilités, qui est plutôt la technique du burger, un truc gentil, deux vérités et encore on finit par un truc gentil. Lui, il invite à aller straight to the point. Dans cette discussion, on va parler management, on va déconstruire un certain nombre de clichés du management bienveillant sans devenir un gros salaud, mais être en vérité. Et la vérité, parfois, elle n'est pas facile à entendre, mais souvent, elle amène des belles choses, elle amène de la progression et surtout, elle permet aux gens de se positionner. Dans cette interview aussi, on va parler d'organisation de son temps. Hervé est un papa de 2 enfants, il est marié depuis plus de 16 ans avec sa femme. C'est une personne très inspirante, c'est un profil assez atypique qui, je pense, va vous inspirer. Un ancien militaire qui a fait 8 ans sur le terrain, donc une personnalité un peu hors norme, qui aujourd'hui coach des chefs d'entreprise à mettre en place des process et des process de management et revoir aussi leur manière de gérer leurs équipes. Hervé, il y a un post sur les réseaux sociaux qui te met en rage sur ce truc leader vs manager. Ouais. Explique-moi pourquoi. Ouais, tu sais, cette espèce d'image là, on oppose en permanence le manager et le leader. T'as d'un côté, tout le monde l'a vu sur LinkedIn, c'est en haut, t'as le manager, c'est le mec, il est assis sur ses briques là, comme ça, il a ses 4 Égyptiens qui tirent la brique pour construire la pyramide et il leur met des coups de schlag pour qu'ils avancent. Et puis en bas, t'as le leader, le héros, qui tire la brique avec ses 4 Égyptiens là. Et on nous dit, voilà, faut être un leader, il faut pas être un manager. Et c'est nul, quoi. C'est nul parce que en vérité, le mec, il donne des coups de fouet depuis le haut de sa brique. Bon, c'est un petit chef, c'est pas bien, on est d'accord. Mais le gars qui tire les briques avec ses gars, en fait, c'est pas bien non plus. Ok, pourquoi? Bah, c'est pas bien parce qu'en fait, il est pas à sa place. Okay. Il n'est pas à sa place. Parce qu'une fois qu'il a fini de tirer sa brique, il est complètement essoufflé, on est d'accord? Ouais. Il a besoin de se remettre de ses émotions, enfin, il est complètement éclaté. Et comment il fait pour être un chef à ce moment-là? Tu vois, il s'est mis dans la sauce tout seul. Et alors, il est où le chef? Il n'est pas sur la brique, il n'est pas devant, il est où? Il est à côté. Ok. Il est à côté. Et il fait quoi? Bah, il s'assure que les mecs tirent bien la brique. Ok. Il fait en sorte que ces tireurs de briques, là, ils aient les moyens de faire leur travail. Ouais. Il s'assure qu'ils vont bien. Tu vois, il s'assure que, en gros, la mission se déroule comme elle doit se dérouler. Parce qu'il y a des chances que ce chef-là, en fait, il n'ait pas qu'une seule brique à tirer. Ouais. Qu'il ait d'autres équipes qui travaillent 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres plus loin. S'il est avec une équipe, comment il fait pour gérer les autres équipes? Ouais. C'est rare, quand même, de nos jours, qu'un chef, il soit avec ses subordonnés au même endroit toute la journée, quoi. Ouais. C'est pas ça du tout. On voit bien que le télétravail, enfin, je sais pas, moi, dans les expériences que j'ai eues, chef de projet, j'étais dans le sud de la France, j'avais des gars en Aveyron, j'avais des gars à Avignon, etc. Et j'étais pas avec eux, tu vois. Ouais. Donc je pouvais pas, c'était pas possible. En fait, le chef, pour moi, il doit se poser la question d'entrée, où est ma place? Où est-ce que je dois être pour coordonner le mieux possible l'action, quoi. Et tu disais qu'à l'armée, dans le mission brief, il y a une phrase qui dit « Où est le chef ?» Ouais. Et ça, j'y ai pensé
j'y ai pensé après, en fait. Parce que sur le coup, je m'étais pas fait la réflexion lorsque, tu sais, qu'on est chef de section et qu'on est sergent aussi. Alors moi, j'ai été uniquement chef de section. Mais on va dire, l'ordre initial du chef de section, il se décompose de plusieurs parties. Avant une mission, le chef de section, il va expliquer la situation. Voilà, c'est le pourquoi, c'est le contexte, etc., etc. Ensuite, il va annoncer la mission qu'il a lui-même reçue de la part de son chef. Et ensuite, il va créer ce qu'on appelle un paragraphe, une idée de manœuvre. Le paragraphe, c'est l'exécution. Et dedans, il y a tout un tas de trucs intéressants, notamment, à la fin, place du chef. Ça veut dire que le chef de section, le sergent c'est pareil, et le capitaine c'est pareil, il doit obligatoirement, avant de donner un ordre à son équipe, dire où est-ce qu'il est au départ de l'action. C'est marrant, hein, parce que dans un briefing en entreprise, on voit rarement le chef qui dit « Ok, donc on va faire ça, ça, ça. » Et ah oui, et moi je serai avec un tel au départ de l'action, et dans un deuxième temps, je me basculerai sur cette position, et ensuite je serai peut-être plutôt par là, etc. etc. Ouais. En fait, on force, et ça on me l'avait pas... Je crois pas qu'on me l'avait expliqué en école, ou alors je m'en souviens pas, ou j'avais pas écouté ce jour-là, mais je m'en suis fait la réflexion après. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, les chefs militaires, avant qu'ils donnent un ordre, au moment où ils donnent un ordre, ils sont obligés de se demander où est-ce qu'ils vont se placer. C'est vrai que cet exercice mental de se dire, dans tel projet, quelle est ma place, c'est hyper bon. Parce que si, par exemple, moi je pense à certains projets, par exemple, où il y a une dimension artistique forte, où je sais que là, le client, il m'attend et il veut ma touche. Si je dis pas sur celui-là, en fait, en gros, le directeur artistique, là, je vais rien lâcher. Donc, je serai vraiment là dans les étapes. Mais ils vont pas prendre ça comme de l'autoritarisme ou du micromanagement, parce qu'ils vont se dire, bah, en fait, j'ai compris pourquoi. Sur les autres, il est pas là, mais sur celui-là, il est là. Et à l'inverse, de dire, les gars, je vous fais confiance, ou je vous laisse avancer, on verra à la fin, parce que moi, j'ai autre chose. Je dois avoir une autre équipe. En fait, je trouve que c'est hyper rassurant. Et même là où ça peut aller plus loin, pour revenir à cette posture de manager-chef, j'avais Clément que j'interviewais ici qui disait moi, mes équipes, c'est très clair, elles sont là pour que j'ai pas à être là. Donc, dès le début, si vous êtes embauché dans mon entreprise, c'est que moi, je suis en train de développer d'autres entreprises. Donc, votre rôle, c'est de me libérer du temps. Et en fait, il l'a assumé dès le début. Et je trouve que le fait de mettre de la clarté, ça aide beaucoup. Après, ce que tu disais, pour revenir à l'exemple leader-manager, la plupart des histoires, et même les histoires d'armée, des grands leaders, les grands moments qu'on raconte, c'est quand ils sont au milieu de leurs équipes, ils dorment avec leurs équipes. C'est héroïque. Ouais. Et quand on t'explique, en fait, il y a comme un truc qui est biaisé. En fait, en gros, on met dans le panthéon ces leaders-là, et donc du coup, tous les autres se disent, bah, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, et après, on s'étonne du nombre de burn-out chez les managers. Ouais. Tu vois ? Moi, je me souviens, on était parti en tournée de province en Centrafrique. J'étais chef de section à ce moment-là, je ne sais plus combien on était, 40, 50, un truc comme ça. Entre 40 et 50, et on partait 4 jours en brousse. Tu vois, c'est une mission classique. Tous les chefs de section font ça, c'est normal. Et on part 4 jours comme ça. On quitte la capitale centrafricaine, donc en section isolée, comme on dit. Et puis, on avance jusqu'à notre destination. Et puis, à l'approche de notre destination, je ne sais plus si le véhicule s'embourbe ou se coince. Mais bref, on est à l'arrêt. Il y a un petit problème à résoudre, quoi. En gros, on ne peut plus avancer. Et là, si à ce moment-là, j'avais été complètement matrixé par ces espèces d'images là, de leaders qui tirent ses briques, etc., j'aurais vu ça, j'aurais retroussé les manches de mon treillis, j'aurais appelé tous mes gars, j'aurais fait « Allez, avec moi, les gars, allez, on va pousser le camion, etc. » Mes soldats, ils auraient halluciné, quoi. Je me dis « Mais il est fou, le lieutenant, qu'est-ce qui lui arrive, quoi ?» En fait, la vérité, c'est que on a dû se mettre à l'arrêt. Immédiatement, les groupes ont fait ce qu'ils avaient à faire. J'ai même pas eu besoin de donner d'ordre, quoi. Des groupes qui font la sécurité, des groupes qui s'occupent de décoincer le véhicule. J'ai mon adjoint qui prend la manœuvre à son compte, etc. Et moi, le seul truc que je me suis chargé de faire, c'était de regarder ma carte et de réaliser qu'en fait, on n'aurait pas le temps d'arriver à destination avant la nuit. Et que c'était un problème. Bah ouais. Parce que j'ai été hors de question de rouler de nuit au milieu de la brousse, tu vois. Enfin, ça, c'est trop dangereux. Et donc, moi, je me suis juste borné à prendre une seule décision, tu vois. Et c'était de dire,
on va s'arrêter un peu plus avant. On va pas aller à ce village qui est trop loin désormais. On va aller celui juste avant. C'est pas grave, on respecte pas à la lettre l'ordre initial qu'on a reçu par le capitaine, mais dans l'esprit, la mission sera quand même bien menée depuis ce petit village-là. Je me souviens, je sais plus si c'est mon adjoint ou quoi, parce que j'ai pas forcément très bonne mémoire, mais qui avait envoyé une reco, et puis ils sont allés voir si ce village c'était ok. Ouais, la reco est revenue, elle a dit ok, c'est bon. Mais tu vois, aujourd'hui on dit aux leaders qu'il faut travailler devant, enfin, c'est pas forcément vrai. C'est vrai dans certains cas. Et on a ces images-là, tu vois, quand tu regardes les films de guerre, etc., ouais, et même dans la réalité, le lieutenant, il est dans le combat, etc., etc. Mais ça va, c'est pas la guerre, l'entreprise. On n'est pas obligé d'être avec chaque subordonné, quoi. Ça marche pas comme ça. Si tu es trop près de l'action, si tu es dans l'action, tu perds le recul nécessaire et tu coordonnes pas l'ensemble, quoi. Ta place, elle est pas forcément dans l'action systématiquement. Faut que les gens ils se déculpabilisent avec ça, quoi. C'est vrai que moi, j'ai pensé à un moment où quand l'entreprise a commencé à grandir, moi, j'ai essayé vraiment un peu de gagner la confiance de tout le monde et que j'étais un peu partout. Et je me suis rendu compte que ça s'est retourné contre moi parce qu'en fait, à la fin, j'arrivais pas à avoir la grande image. J'avais tellement le nez dans le guidon que, en gros, j'avais perdu ce qui avait fait de moi un bon chef, qui était ce côté visionnaire, dire on doit aller là, on doit prendre ce move là. Et en gros, parce que j'étais genre pris par trop de choses et j'arrivais pas à le reconnaître. Et je me disais, mais en fait, si j'aide tout le monde, il faut former, il faut faire ça, ben, ça se passera bien. Et en fait, je pense qu'il y avait aussi une volonté de plaire, tu vois, que les gens ils se disent, ouais, David, c'est un mec, il est avec nous dans les réunions, il nous briefe, quand je présente mon truc, il est là, je me sens respecté, reconnu par mon chef et tout. Donc j'avais envie de plaire. Mais en fin de compte, à la fin, je n'aurais pas plu du tout. Quoi. Ouais, on n'est pas payé pour plaire, quoi. Ouais. Mais pour moi, ça a été un peu une révélation qui m'a foutu les boules. C'est de me dire, putain, en fait, je me suis fait chier à essayer de gagner la confiance, être sur le terrain. Et en fin de compte, à la fin, ça n'a pas marché. Parce qu'en réalité, ce qu'on attendait de moi, c'était cette prise de hauteur. Et même si, et on en parlait hier, tu disais, mais tous les cas, les gens vont un peu râler. Ça, il faut l'accepter. Et le fait, moi, tu vois, moi, je disais, si ça râle, c'est qu'il y a un problème. Bah non. Et en fait, je pense que j'aurais mieux fait de les laisser râler en mode, ouais, David, comprends pas qu'est-ce qui se passe ou quoi, mais au moins, on atteint les objectifs et à la fin, ils auront leur prime et on a gagné, quoi. Ouais. Bah, le patron, il est jugé sur ses résultats. Hein. Ouais. L'adhésion, tu la gagnes par tes performances. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? C'est comme un entraîneur d'une équipe de sport quelconque. Ouais. On adhère à son discours quand on s'aperçoit qu'en fait, il nous fait gagner les matchs. C'est vrai. À partir de ce moment-là, c'est bon, c'est lui le boss et il est crédible. Et je sais pas, moi, pour moi, en entreprise, le chef, le patron, il est tourné plus vers l'extérieur, tandis que l'équipe, elle est tournée plus vers l'intérieur, tu vois. Et même pour un manager, le manager, il doit être tourné vers l'extérieur dans le sens où il doit avoir la vision d'ensemble de l'entreprise, tu vois. Il doit pas être tourné uniquement vers le faire, tu vois, l'opérationnel de sa petite équipe ou de sa grande équipe ou de son service. Il doit être tourné vers l'extérieur. Et le patron, encore plus, quoi. Bah ouais. Tu vois ? Il y a une phrase que tu dis, c'est toujours la faute du chef. Ah ouais. T'es un peu comme le prédicateur à la responsabilité absolue, là, Jocko Willink, Jocko Willink, j'arrive jamais à dire son nom, avec son bouquin La responsabilité absolue. Et moi, c'est un sujet qui est, comment dire, que j'ai beaucoup intégré. Moi, c'est une phrase de John Maxwell qui dit « Everything rise and fall with leadership ». Donc, il y a tout qui s'élève et s'effondre avec le leadership. Ah, il dit la même chose, finalement. Non, exactement. Ouais. Et c'est une phrase que j'ai beaucoup intériorisée, à tout le temps me remettre en question. Mais je pense que je me suis aussi beaucoup flagellé en me disant, putain, ça se passe pas bien. Et j'en ai, je sais pas si c'est devenu un peu une obsession, mais ça m'a beaucoup, je sais pas si le mot culpabilisé, mais j'avais envie que ça se passe bien dès que quelqu'un disait, oui, bon, ça n'a pas marché, ou le brief était pas clair, on n'a pas eu assez de temps. Je me disais, ok, j'ai encore un problème, il faut que je devienne meilleur. Moi, ma question pour toi, c'est quelle est la frontière de cette responsabilité absolue? Tu vois, aujourd'hui, l'entreprise, elle doit amener du sens, de l'épanouissement, du temps, la sécurité émotionnelle, des bons salaires. Tout ça, c'est des moyens. Il faut tout. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que patron, tu es là, le niveau de responsabilité,
il est énorme. Donc, ce serait quoi pour toi, pour un patron, la limite de, OK, c'est toujours la faute du chef, mais est-ce que c'est tout le temps le cas? Bah, faut pas confondre culpabilité et responsabilité. OK. T'es pas coupable de toutes les bêtises que peuvent faire éventuellement tes collaborateurs, tu vois. Je sais pas, moi, quand j'ai un... Si j'ai... Alors, ça m'est jamais arrivé. Mais ça m'est jamais arrivé parce que on a des... En compagnie, on a des procédures qui nous permettent que ça n'arrive pas, justement. OK. Ça m'est jamais arrivé, mais admettons, j'ai une sentinelle. Ma section est désignée comme... c'est un roulement, tu vois, avec 4 sections. Il y a une sur... Voilà, ce soir, c'est la section du lieutenant Jouff qui est désignée pour monter la garde autour du camp. Tout le monde dort dans le camp. Moi aussi. J'ai un groupe qui monte la garde, le reste qui se repose. Et j'ai une sentinelle qui s'endort à, je sais pas moi, 3h du matin dans son mirador. C'est la faute de qui? Ben, normalement, d'après ce que tu dis, c'est toi. Bah ouais. Bah oui, c'est ma faute. OK. Le lendemain matin, admettons qu'il se passe quelque chose juste dans ce secteur-là, comme par hasard, où la sentinelle dormait. Je sais pas, il y a eu une effraction, quoi. Quelqu'un qui rentre dans le camp, qui coupe du barbelé, etc., etc. C'est Jouff qui va s'expliquer devant le capitaine. Hein. OK. C'est pas la sentinelle. Hein. Et du coup, là, tu vas dire quoi? Ok, je vais rien dire du tout. Je vais faire un compte rendu et où je vais expliquer que bah voilà, une sentinelle. Je vais expliquer ce qui s'est passé, mais enfin, je vais pas chercher à m'excuser, etc. Il va falloir assumer le fait que un soldat de la section qui était sous les ordres d'un sergent de la section s'est endormi alors qu'il devait pas dormir. Mais alors là, la responsabilité, OK, sur le papier, c'est toi qui prends. Ouais. Le soldat aussi, il va te sanctionner. Mais là, comment tu fais? Il va y avoir quelque chose. Mais comment on fait? Eh bien, justement. En fait, la responsabilité, pour moi, c'est, face à un problème, chercher une solution. OK. C'est mettre en place des détrompeurs. OK. Tu sais, les clés USB, là. Je prends toujours cet exemple. La clé USB, on est d'accord, tu la mets toujours dans le mauvais sens. Ouais. Moi, je la mets toujours dans le mauvais sens. OK. Mais il y a un détrompeur. Il y a un petit morceau de plastique qui t'évite de la mettre dans le mauvais sens. Donc, tu mets ta clé USB à l'envers, normal, c'est... Et puis ensuite, ah ouais, et le petit détrompeur, tu la retournes, et là, ça rentre. Et ben, faut mettre des détrompeurs. OK. Et les détrompeurs, c'est des procédures, c'est des process, etc., tout ce que tu veux. Et, alors moi, j'ai jamais été confronté au cas de devoir m'expliquer qu'une sentinelle de ma section s'est endormie. Bien que ça a dû arriver, tu vois. Mais il y a des contrôles radio réguliers. Je sais plus tous les combien on les faisait. C'était peut-être tous les 20 minutes, une demi-heure, j'en sais rien, ou un quart d'heure. Contrôle radio de la sentinelle vers le poste d'entrée du camp. Tu vois. Ensuite, ça va être une ronde du chef de groupe qui s'assure que tout va bien sur les postes. Ensuite, ça va être le lieutenant, pas forcément toutes les nuits, mais une nuit de temps en temps, il va se lever 2 fois dans la nuit, il va s'habiller, mettre son béret, etc. et aller faire un tour des postes pour aller soutenir les gars, s'entretenir un peu avec eux, discuter un peu avec eux et vérifier que tout est en place. En fait, si tu fais rien, la sentinelle va s'endormir. Parce que l'erreur est humaine. Ouais. C'est très difficile de rester réveillé à 3h du matin alors que le pays entier dort. Hein. Surtout quand tu surveilles la nuit noire. Et que tu fais ça plusieurs fois, enfin au moins une fois par semaine, pendant 4 mois, c'est sacrément monotone, quoi. Ouais. Donc tu regardes la nuit noire et il se passe jamais rien. Et ça fait des années qu'il ne s'est rien passé. Donc en fait, la vigilance baisse. Hein. Mais on sait que c'est quand la vigilance baisse qu'il va se passer un truc. Okay. Donc on essaye de faire en sorte, quand on a la responsabilité d'une mission, que ceux qui sont en charge de l'exécution ne fassent pas d'erreur. Parce qu'on sait qu'ils vont faire des erreurs. Ils sont humains, en fait. La responsabilité, c'est ça. Mais il ne faut pas la confondre avec la culpabilité. Tu vois ? On peut être responsable, mais pas coupable. Je vois. Puis après, je pense que, enfin, en tout cas, de mon côté, la réflexion, c'était, comme tu dis, c'est qu'est-ce que je peux changer pour que ça aille mieux et que les problèmes n'arrivent pas. Mais je pense que là où moi, j'avais étendu mon domaine de responsabilité, c'était le bien-être. C'est-à-dire que les gens s'épanouissent, aillent bien.
Et comme tu le dis souvent, on est des Gaulois. Le français, il aime bien râler. Et moi, en fait, je pense que c'est un peu ça qui m'a un peu flingué avec le temps. C'est que c'était j'ai jamais assez le temps. Moi, maintenant, tu vas par un graphiste qui me dit j'ai pas le temps ou j'y arriverai pas. Prouve-le. Ouais. Et à chaque fois, maintenant, je l'entends plus. Je lui dis en fait, moi, je l'ai fait plein de fois. Je sais, je te donne 2 jours, c'est 2 jours. Et s'il râle, c'est son problème. Je sais maintenant que ça prend 2 jours pour faire ça, tu vois. Mais pendant des années, je me laissais intimider. Ouais, c'est trop... mais c'est parce que tu maîtrisais peut-être pas le cœur de métier du subordonné. Ouais, si... C'est moi, ça m'est arrivé. Ah ouais? Ouais. Ça m'est arrivé après avoir quitté l'armée. Tu sais, j'ai fait ma reconversion, etc., dans le management des risques. Et puis, immédiatement après mon année de reconversion, je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi. J'ai déposé mon CV à Défense Mobilité, là, une agence de reclassement des militaires. Et puis, mon CV a été retenu par une boîte qui voulait un ancien militaire pour mener un projet de développement d'un produit électronique. Bon. Les produits électroniques, j'y connais rien, moi. Tu vois, moi. Le seul truc que je savais faire, c'était commander une section, mener des projets, mais j'avais pas de savoir-faire technique. Et là, il s'agissait de développer un produit électronique qui était déjà un peu avancé dans sa phase de développement, mais il fallait coordonner la suite et puis ensuite les phases d'essai, de commercialisation et de lancement. Moi, je connaissais rien du tout. Ni au commerce, ni à la production, ni au marketing, rien de rien. Et j'ai dû cravacher parce que quand l'informaticien me disait que pour coder ça ou ça, il fallait 2 semaines, etc. Moi, de base, j'avais envie de le croire, tu vois. Et puis après, il a fallu que je discute avec d'autres pour me dire, non, mais Hervé, tu te fais endormir, là. Tu vois. Je crois que c'est Napoléon qui dit ça, c'est immoral de faire un métier qu'on ne maîtrise pas. Et quelque part, quand on commande des gens dont on ne maîtrise pas le cœur de métier, c'est problématique. Ce qu'il faut au moins pouvoir faire, c'est savoir quoi leur demander. Et ça, moi, je l'ai vu avec les capitaines sous les ordres desquels j'ai servi. Tu sais, un capitaine d'infanterie, il ne va pas commander que des fantassins. Ok. Et il va commander un groupement, un sous-groupement, on appelle ça, groupement tactique, qui va comprendre des fantassins, certes, mais aussi des renforts d'autres armes. Par exemple, un peloton de chars, une section de sapeurs, un observateur d'artillerie, un observateur, une antenne médicale, tu vois, etc., etc. Mais le capitaine d'infanterie sait parfaitement ce que c'est que le combat d'infanterie, mais maîtrise moins le combat de cavalerie et ce que peuvent faire des artilleurs. Enfin, comment travaillent les artilleurs et comment travaillent les sapeurs. Par contre, il sait quoi leur demander. Il en sait juste assez pour savoir quoi leur demander. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il commande. Il leur commande des effets sur le terrain, il leur demande de réaliser des effets sur le terrain. Il sait à peu près ce qu'il peut leur demander. Non, il sait ce qu'il peut leur demander. Mais par contre, il ne sait pas trop comment ça doit être fait. Prenons l'exemple les gars des chars. Il leur dit, bon les gars, il faut que vous soyez là dans 2 jours parce que là, je viens d'avoir un appel, ça bombarde et tout, il faut y aller. Et là, tu as le responsable qui dit, oh là là, mais mes chefs, là, il faut tout retaper, ça fait 4 jours, au moins 4 jours. Et lui, il dit, rien à foutre, tu me fais en 2 jours, il n'y a pas le choix, vous n'êtes pas des tarlouses, enfin, j'exagère, mais allez-y. Ouais. Et tu vois, moi, j'aurais été dire, ah putain, les pauvres, ils vont pas dormir si je demande ça pendant 2 jours, ils vont pas dormir et tout. Et cette tension entre, en fait, j'ai une idée un peu vaste du temps que ça prend, je sais que ce sera peut-être un peu tendu, mais pour l'objectif, il faut y aller. Mais j'accepte que ça va râler, c'est peut-être un peu too much, mais il faut y aller. Et moi, en fait, pendant longtemps, à partir du moment où ça râlait et que je me disais c'était trop ou j'allais trop en demander, je culpabilisais. Et donc, je mettais le bien-être et d'une certaine manière le respect de ce que les gens me disaient en priorité. Mais je pense que c'était une connerie, en tout cas. Parce que, en fait, à la fin, le projet n'était pas meilleur. Du coup, au lieu de faire 2 projets en une semaine, on n'en faisait qu'un. Et donc, du coup, financièrement, parfois, ça a des impacts. Et ce qui était attendu de moi, c'était surtout que je paye bien et qu'il y ait des primes et que les gens soient contents. Ouais. Et donc, cette tension je trouve,
d'accepter, en tout cas dans la dimension de responsabilité, d'accepter l'inconfort. J'ai l'impression que ça, c'est un peu la mission du chef, quoi. Ouais, faut qu'il sache quoi demander, en fait. Ouais. Il y a une... enfin, dans tes posts LinkedIn, tu parles beaucoup d'autorité. C'est un sujet qui est pas trop tendance. Ouais, tu vois. Pourtant, c'est nécessaire. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, c'est si compliqué de parler d'autorité, ou quand quelqu'un, il a l'air d'avoir un peu d'autorité, enfin, autorité, patriarcat, on est vraiment dans une société qui, en tout cas, les Français, nous, on aime bien couper les têtes, Ouais. mais on a du mal avec ça. Ouais. Pourquoi? Franchement, je sais pas, c'est idéologique. Ok. Ouais. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec l'image du patron patriarcal, quoi. Mhm. Parce que c'est quoi? Ça veut dire qu'il se comporte comme un père avec moi? Ouais, je sais pas, moi. Un père, il est aimant avec ses enfants, il s'occupe d'eux, il met des choses à leur disposition, il fait en sorte que ça se passe bien. Enfin, moi, j'ai un père qui s'est bien occupé de moi. Et si j'ai un patron qui s'occupe de moi comme il s'occupe de ses enfants, alors ok, je suis pas un enfant. Ouais. Mais comme il s'occupe de son fils adulte, ça me pose pas de problème. Je vois pas où est le souci avec ça, en fait. Et sur cette dimension d'autorité, souvent on dit ouais, le gars c'est un petit chef, il fait de l'autoritarisme. Ce serait quoi en fait, en gros le contexte, le cadre de l'autorité? Ouais. Je pense que quand même il faut pas confondre autorité et autoritarisme. Ok. Tu vois? Pour moi, l'autoritarisme, c'est se comporter, c'est commander avec ses galons. Et uniquement avec ses galons. Toi, quand tu es lieutenant, par exemple, et que tu donnes un ordre, et que tu as envie de donner un ordre sec comme ça, sans explication, l'armée t'obéit. Mais ça, c'est de l'autoritarisme. Parce que tu donnes pas envie, en fait. Et je pense que les gens confondent peut-être un peu les deux. À mon avis, on aime l'autorité, mais on n'aime pas l'autoritarisme. Et pour moi, quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un... Enfin, pas d'autoritaire, mais quelqu'un qui fait autorité, c'est quelqu'un que tu as envie de suivre, en fait. C'est quelqu'un qui est crédible. C'est quelqu'un qui montre un objectif et qui te donne envie d'y aller, quoi. C'est ça, l'autorité, pour moi. Et l'autoritarisme, en revanche, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à t'expliquer les raisons d'une mission, par exemple, qui n'a pas réussi à te convaincre du bien fondé d'une action ou d'un ordre, et qui va user de son pouvoir hiérarchique pour te forcer à le faire. Mais à mon avis, enfin, moi, je sais pas, j'ai aucun problème avec l'autorité, évidemment, mais je pense qu'au fond de nous, l'autorité, on en a besoin, quoi. Par contre, de l'autoritarisme, on n'en a pas besoin. Ouais. Mais ça peut faire du mal. Ouais. Toi, aujourd'hui, ton job, c'est d'accompagner les patrons à rendre autonomes leurs équipes. Ouais. Moi, c'est un chemin que ces dernières années, j'ai découvert en me formant au management. D'ailleurs, on avait suivi une formation avec toi qui m'avait bien marqué. Et moi, ça a été une vraie révélation de me dire, en fait, du bon management, des bons process, ça te permet justement d'avoir cette posture de chef qui... Je crois que c'est une phrase que tu dis souvent, c'est... le chef, moins il en fait, mieux il chef, quoi. Ouais. Mais ça te demande d'avoir des gens autonomes. Ouais. C'est quoi les plus gros défis que tu rencontres que les patrons rencontrent dans cette autonomisation de leurs équipes? C'est en général la bonne définition des responsabilités individuelles. Ok. Ça commence par là. C'est aussi une cohérence entre la stratégie et les opérations. Tu as des exemples? Moi, j'ai l'exemple d'une boîte que j'ai accompagnée début d'année sur la formalisation de leur stratégie. D'accord. En fait, ils avaient le sentiment de savoir où ils voulaient aller. C'était un objectif tout à fait classique, de faire tant de CA à l'horizon, etc. Voilà, avec de la production derrière. Mais ils avaient le sentiment qu'il n'y avait pas de lien entre tous leurs services. Je leur ai demandé, mais votre stratégie, elle est écrite quelque part?
Ah bah non, non, il n'est pas écrit de fois. Si, des documents à droite à gauche. Oui, mais un document cadre, quoi, qui dit, voilà, la stratégie, c'est ça. Tu sais, une espèce de mission brief. La situation dans laquelle on est, c'est ça. Voilà, le marché, tu sais, avec une analyse de marché, etc. Et notre mission pour, je ne sais plus quelle année, c'était une mission à 5 ans, je crois. C'est ça. Et voilà comment on va s'y prendre. On a déterminé les faits majeurs avec eux, tu vois. Enfin, et ils ont mis en place une stratégie dans laquelle chacun avait un rôle à jouer, chacun avait une grande mission, tu vois. Et ça a permis de concentrer les forces. Et ce qui se passait précédemment, c'est que chacun faisait un peu sa guerre dans son coin, tu vois. Et ça donne le sentiment au patron que, en fait, faut tout le temps leur courir après, pour les ramener dans le droit chemin. Tu sais, comme un chien de berger avec son troupeau qui court partout comme ça, là. Parce qu'en fait, les moutons, ils avancent un peu comme ça, ils savent pas trop où aller. Mais si tu donnes une cohérence à la stratégie avec une mission pour la boîte, une grande mission, déclinée en phases chronologiques, où chacun a une grande mission à réaliser, ce qui suppose après des sous-objectifs, on est d'accord, mais ça donne de la cohérence à l'ensemble, et tout le monde va dans la même direction, quoi. En fait, c'est un gros travail de formalisation. Je pense que ça commence par là. Je pense que ça commence par le haut. Ouais. Parce que quand tu formalises, tu clarifies ta pensée. Et quand tu formalises quelque chose, quand tu l'écris, tu peux le partager. Tant que c'est pas écrit, t'es sûr que ce que tu as dans la tête, c'est pas dans la tête de tes subordonnés. Je pense que ça, c'est un de mes gros défis. Et j'ai un côté très enthousiaste, visionnaire et tout, et je vais en parler. Et je vais mettre les choses en place. Et le fait de faire l'exercice, donc d'écrire. Et puis, je pense que là, il y a aussi un autre exercice, c'est est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions? C'est que parfois, tu as plein d'idées. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, les équipes, elles sont enthousiastes. Sauf qu'en fait, ça rentre pas. En fait, en gros, donc après, ils ne le sentent pas. Ouais, et du coup, je suis obligé d'être après. Je me dis, putain, mais je passe mon nez dans les projets. Mais c'est juste qu'en fait, il y a trop. Où c'était pas clair, où les gens, en fait, étaient enthousiastes, mais ils n'étaient pas forcément au niveau ou formés. Et c'est vrai que cet exercice de formaliser, elle est hyper importante. Ouais, voilà. Bah, ça rejoint un peu l'idée aussi d'étude de faisabilité. Quand tu lances un produit, tu vois, tu fais une étude de faisabilité et puis tu anticipes le temps que ça va prendre, les coûts, etc. etc. Bon. Mais le fait de le formaliser, ça t'aide à le faire, en fait. C'est vraiment important, le pouvoir de l'écrit, quoi. Bah, nous, on a eu une phase avec mon associé dans l'entreprise Progressif, où mon associé, c'était vraiment son kiff. Il écrivait. Il voulait tout formaliser. C'était complémentaire. Ouais. Mais il n'y a personne qui le lisait. Et à un moment, on a arrêté parce qu'en fait, et en fait, à chaque fois, il disait bah, va voir dans le Notion. Va voir dans... Et en fait, du coup, en gros, les gens, ça les faisait chier, tu vois. Et je pense qu'on n'a pas eu, moi, je sais pas, je veux bien ton retour, mais on n'a pas eu après la discipline derrière de dire rien à foutre, tu vas lire le document. Et non, il faut pas le laisser aller le lire. Il faut lui lire. Ok. Faire un briefing, en fait. Tu réunis les gens dans la pièce. Ouais. Les ordis fermés, tout. Hein. Et tu lis ton brief. Oui, non, mais là ils sont obligés de l'entendre. Tu vois? Et t'as pas besoin de lui courir après. Ça, oui, ça mais là faire un mission brief, j'imagine pour une boîte, comme tu dis, sur une mission 5 ans, il faut pas un document. Tu vois? Le fait de les limites de chacun, qui fait quoi. Mais pourquoi il faut pas qu'un document? Peut-être que ça... Si, il en faut qu'un seul. Parce que ce document, il rentre pas dans le détail de l'exécution. D'accord. Après, chacun des directeurs fait son mission brief. Ouais, à son niveau, ouais. Mais tu as un document cadre stratégique qui dit où on va et globalement comment on y va et quelles sont les responsabilités majeures de chacun. Ensuite, charge à chacun de le décliner à son niveau dans son document à lui qu'il va partager à toute son équipe. Ouais. C'est comme les poupées russes. Tu vois, ça s'emboîte les uns dans les autres. Dans un de tes posts LinkedIn, tu tacles les chefs qui demandent à leurs subordonnés d'écrire la stratégie. Ah ouais. Et je peux pas ça. Et hier, tu me sortais un de tes clients qui disait
Moi, j'aime bien faire les bébés, mais j'aime pas les éduquer. Autrement dit, il disait ça pour l'entreprise. J'aime bien monter les boîtes, mais pas m'en occuper. Et moi, je suis un peu comme ça. Est-ce que justement, en gros, il faut que je développe cette capacité à bien formaliser, bien travailler, ou juste accepter que mon rôle, il n'est pas là. Voilà, je veux bien un petit coaching là-dessus. Les gens que tu as embauchés, tu attends quelque chose d'eux. Toi, tu as ton objectif en tant que patron. L'objectif, en général, c'est un objectif de CA. Hein. Bon. Tu as une idée de la manière dont tu vas y aller, puisque tu as embauché telle et telle personne, etc. Mais ces personnes-là, tu sais pourquoi tu les payes. Il faut juste l'écrire. Et lui fixer des objectifs mesurables, quantifiables, et basta. Par contre, tu n'es pas obligé de rentrer dans le détail de l'exécution des sous-objectifs, etc. etc. Et ce qui est assez cocasse, c'est que dans certaines entreprises, une en particulier que j'ai accompagnée, avant l'entretien annuel des directeurs, le directeur, il doit remplir lui-même sa fiche d'entretien où il doit écrire sa mission de l'année, etc. Mais par contre, il y a des trucs qui sont déjà pré-remplis, c'est une espèce de liste de tâches. En fait, le truc, il est fait à l'envers. Le patron, limite, il fait la liste de tâches de son directeur. Par contre, il ne lui donne pas un objectif tactique. Alors c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire quoi alors ? Faut donner un objectif, une mission mesurable, et ensuite laisser faire ton directeur pour la manœuvre. Le directeur, il revient vers toi. Ok, l'objectif que vous m'avez donné, chef, c'est ça. Voilà comment je compte m'y prendre. Et là, toi, tu check. Tu vois ? C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Sinon, pour moi, tu te charges. Tu te charges d'une mission qui n'est pas la tienne. Et je crois que c'est sûr. C'est le colonel de Mauduit, qui était chef de corps du 35e régiment d'infanterie avant 1912. Ça remonte un peu. Et dans son testament de commandement, il dit laissons nos subordonnés. Non, ne faisons pas le travail de nos subordonnés, nous ne ferions pas le nôtre. Tu vois ? Et quand tu rentres dans le détail du travail de ton subordonné, tu t'occupes pas de ton travail, et on le voit avec ces patrons qui font des listes de tâches à rallonge à leurs directeurs qui sont bac plus 5 et largement capables de se débrouiller, mais par contre qui leur donnent pas d'objectifs quantifiables à l'année et qui laissent leurs directeurs créer eux-mêmes leurs objectifs. Comment tu veux que ce soit cohérent ? C'est dommage. Ouais, je trouve que la dimension, j'ai mis du temps à l'intégrer, ça, que un objectif mesurable, ça passe forcément par du pognon, en fait, dans la plupart des cas. Et moi, je pense que j'avais une haute idée de l'entreprise en mode on va changer le monde, on va faire des beaux projets. Et j'avais pas envie de le ramener constamment à de l'argent. Mais en fin de compte, c'était tout le temps des enjeux d'argent. Bah oui. Pour payer les salaires, pour se développer, tout ça. Et ça a été pour moi un switch qui n'a pas été évident d'assumer, de dire ce pôle-là, il doit rentrer tant d'argent. Et en fait, quand tu reviens à des trucs simples qui sont les objectifs financiers, en fait, il y a tout qui se débloque, quoi. Mais je pense que c'était peut-être mon éducation chrétienne, mon rapport à l'argent qui allait pas. On a un problème avec ça. Ouais, c'est vrai que c'est un défi. Hein. Il y a dans une de tes formations, c'était un peu ces ateliers que tu faisais, il y a tout un sujet sur les erreurs et les fautes. Et je me souviens d'une phrase où tu dis, moi, quelqu'un qui fait une faute, j'ai pas peur de lui dire, t'as désobéi. Et tu disais même en dehors du cas de l'armée, après dans tes projets. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment interpellé de fou. D'accord. Vraiment, je suis rentré le soir, j'ai dit à ma femme, putain, je sais pas pourquoi. En fait, il y a quelque chose, c'est comme si ça a sonné juste, mais il y avait comme un désalignement en moi, tu vois, dans mon style de management. Moi, j'ai plutôt le côté burger. C'est en gros, tu dis un truc cool, tu dis la vérité, puis après, tu dis un truc cool, tu vois, genre, attention. Ah, faut pas faire ça. Et en fait, c'est comme si ça résonnait en moi, et en même temps, j'arrivais pas à l'accepter. J'ai lutté pendant plusieurs jours,
d'adresser les choses. Ouais, je peux te dire que j'ai pas toujours été comme ça. Hein. Ok. J'ai pas toujours été comme ça avec tout le monde. Moi aussi, j'ai eu des difficultés, tu vois, dans mon management, j'en ai eu pas mal, avec certaines personnalités, où ça fitait pas forcément. Et moi aussi, j'ai eu cette peur tu vois, de déplaire ou de blesser, ou de perdre l'adhésion en disant quelque chose de méchant, etc. Même avec des soldats, hein. Ils sont censés encaisser, voilà. Et c'est assez paradoxal, parce que moi, j'aime bien qu'on soit cash avec moi. Ouais. Sinon, je comprends pas, en fait. Ok. Sur moi, si on me fait un feedback sandwich, là, comme Ouais. tu viens de dire, un truc cool, un truc pas cool et un truc cool, je retiens que les trucs cool. Tu vois. Donc j'ai l'impression d'être... c'est génial, tu vois. Ouais. Et finalement, c'est zéro, parce que le seul message que mon boss voulait me faire passer, je l'ai pas enregistré. Ouais. Donc, moi-même, j'ai eu des difficultés, et c'est assez bizarre, à faire des feedbacks comme ça. Et c'est Cash. quoi qui t'a fait transformer? Alors, est-ce qu'il y a une expérience particulière où tu t'es dit... C'est un caporal-chef qui m'a fait changer. Ok. C'est un caporal-chef, c'est-à-dire un de mes subordonnés. Ok. Voilà. Il s'appelait Raphaël. Et je pense peut-être qu'il se souviendra de ça. Mais voilà, on était il y avait des trucs que j'avais à lui reprocher, quoi. Tu vois, il y a des trucs que j'avais à lui reprocher et je le faisais pas. Et je sais pas pourquoi je le faisais pas. Peut-être parce que j'avais trop de respect pour lui, ou j'avais peur de le blesser. Bon, je le trouvais sympa, tu vois, c'était un caporal-chef hyper charismatique, etc. Et je sais pas, je me disais, allez, c'est bon, là, il a déconné, mais il va arranger son comportement plus tard, c'est un super gars et tout. C'est bon, je vais pas l'emmerder. Et un jour, bon, il fait un écart de conduite, voilà. Genre d'écart de conduite qu'on recadre, et puis après, c'est terminé, quoi. Et je me dis, bon, là, par contre, ça suffit. Donc, je prépare mon cahier de rapport hiérarchique. Parce qu'à l'armée, on a des cahiers de rapport hiérarchiques pour recevoir les subordonnés, que ce soit pour des félicitations ou une annonce particulière, je t'envoie en stage, etc. Ou pour des recadrages ou des sanctions. Enfin, tu vois, c'est un cahier qui archive les rapports officiels entre le chef et son subordonné. Bref, je le prépare, j'écris et tout. Je dis là c'est bon, ça suffit, tu vois. Et je le reçois, machin, je te passe les détails. Et il me dit, mais mon lieutenant, vous me dites jamais rien. Bon. Je dis, attends, quoi? Comment ça? Et en une fraction de seconde, je réalise. Je dis, mais il a trop raison. Je lui dis jamais rien. Et voilà. Je lui dis jamais rien, et voilà où on en est aujourd'hui. Cahier de rapport hiérarchique ouvert. Alors que si je lui avais dit, il y a des semaines en arrière, bon, maintenant ça suffit, là ce que tu fais, c'est pas bien, je sais que tu le sais en plus. Donc arrête pour telle et telle raison. Parce que ça peut pas continuer ainsi, il aurait arrêté, tu vois. Parce que c'était un bon gars. Mais là, mon lieutenant, vous me dites jamais rien. En fait, c'était ma faute. En fait, c'est dingue, c'est que... J'ai pas été clair. Ça m'est arrivé avec un gars. Et moi, j'arrivais pas à me dire, comme tu l'as très bien dit, c'est un gars gentil, intelligent. Tu te dis, mais il est con ou quoi? En fait, tu t'en dis, mais en fait, s'il sait que je sais, normalement, genre, il l'arrête. Et en fait, non, mais je pense que c'est l'être humain. Je pense que nous, on est aussi comme ça. Mais oui. C'est qu'on dit, bah, allez, ouais, tranquille, ça passe. Ça passe. Ouais, ça passe. Mais même adulte, on est comme ça. Hein. Bah ouais. Et il était père de famille. Ouais. Et moi, je suis comme ça aussi. Si j'ai affaire à quelqu'un qui pose jamais de limites, moi, j'avance. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas bien. Hein. Je sais, c'est pas bien. Hein. Mais je le fais. Je sais pas pourquoi, mais je le fais. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, la différence entre autorité et autoritarisme. Quand tu recadres pas ce qu'il faut recadrer, tu perds en leadership. Parce qu'en face, t'as pas que des gars qui vont se discipliner tout seuls, tu vois. C'est vrai que moi, je suis dans un milieu de la com, des médias et tout ça, où il n'y a pas trop de barrières. Tu vois, moi, j'ai commencé à 20 ans et c'était que des gens qui ont mon âge. Donc, il n'y avait pas beaucoup de frontières. Et cette dimension de recadrage, moi, je me disais, mais voilà, je ne suis pas leur père. J'ai eu beaucoup de mal à me dire, mais non, en fait, je suis chef et responsabilité. Et cette dimension
de dire les choses. Mm. Moi, je les disais, mais moi, je faisais, bon, le sandwich, comme je te disais, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, ils n'intégraient pas. Non, c'est normal. Et le fait d'assumer un malaise, de dire, bon, écoute, là, ça fait 2 semaines, je te le dis, t'arrives à 10h au lieu de 9h, là, et ça peut plus, ça va plus. Ça, c'est comme une étape. Mais j'ai l'impression qu'il y a l'autre étape, c'est vraiment qu'il y ait des conséquences. Mm. Et à l'armée, j'ai l'impression que vous avez une liste de Ouais, mais le punitions. système est bien fait, quoi. Le mot punition, je sais pas si c'est le bon terme, c'est Si, quoi? ouais. C'est ça? Sanction. Sanction. Mm. Et dans le cas du travail, en fait, je me suis beaucoup creusé la tête en mode, ce serait quoi des sanctions? Et en fait, comme notre société, elle est devenue tellement, comment dire, on n'a plus l'habitude. Tu vois, genre, aujourd'hui, rien de voir dans les médias un flic, il s'y prend un peu mal, alors que le gars délinquant qui se barre en voiture ou je sais pas trop quoi, il se fait là. T'as des manifs et une émeute dans toute la France. Tu sais, on a quand même un état où la punition, elle est tout de suite vécue comme injuste. Ouais. Comment tu gères ça en entreprise? Ah, là, franchement, tu vois, moi, tout ce qui est droit du travail, les outils répressifs à disposition des patrons, je les connais pas. Mais je sais qu'ils existent forcément. Mais j'accompagne une boîte, là, ils ont mis à pied un manager. Hein. Ok. Ça a créé des remous. Ouais. Mais à pied, c'est quoi? C'est en gros. Mise à pied, tu travailles plus. Ils le virent? Pour l'instant. Ou c'est un stand-by? Je crois que ouais, c'est ça, t'es en stand-by, je sais même pas si t'es payé, tu vois. T'es mis à pied. Ok. La mise à pied, je crois, ouais, c'est ça, t'es pas payé. Il faudrait que les DRH disent en commentaire. Parce que là, franchement, j'y connais rien. Après, il y a le côté légal, puis après, il y a ces trucs humains, tu vois, dans le sens. Mais franchement, rien qu'un recadrage, les yeux dans les yeux dans un bureau, déjà, ça, c'est la première étape. Et est-ce que c'est fait? À chaque fois, je sais pas. Hein. Et comment tu le fais, ce recadrage? Qu'est-ce que tu dirais à un patron qui se dit putain, je sais qu'il faut que je le fasse, mais toutes les raisons, là, je me suis retrouvé dans tellement de situations. Le gars, il est cool. Et puis, moi la kryptonite qui me paralyse à reprendre quelqu'un, c'est quelqu'un qui va bosser un peu intense. Tu vois, par exemple, un gars là, qui arrivait tout le temps tard le matin, mais comme par hasard, le soir, il se donnait un peu plus à fond, tu vois. Ou tu vois, j'ai l'impression qu'il se donnait à fond sur certains points et je me disais, je vais perdre la motivation. Bon, peu importe. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit, ok, il faut que je le fasse, mais je sais pas comment m'y prendre. J'ai peur d'être maladroit, too much. De toute façon, c'est en faisant qu'on sait le faire. Ok. Au début, on va être maladroit. D'accord. Ça, c'est sûr. Et le moment, il va être plaisant pour personne. Déjà, faut se dire ça, quoi. Faut l'intégrer. Ouais. Ça va pas être marrant, ni pour celui qui fait le feedback ou le recadrage, ni pour celui qui le reçoit. Ok. En fait, il faut juste être factuel. Si ton sujet, c'est les retards, et franchement, ça, c'est un sujet que beaucoup de patrons ont. Si le problème, c'est les retards, on est factuel. Tu sais qu'on doit arriver à telle heure le matin. Ouais, déjà, il a compris pourquoi il est là, tu vois. Ouais. Et t'arrives à telle heure. Et t'expliques les conséquences. S'il y a des conséquences, il faut que ce soit cohérent. Si le fait qu'il arrive pas à l'heure a pas de conséquences et que t'es incapable d'expliquer quelles conséquences ça a, là t'es mal pour faire ton recadrage. Mais si ça a des conséquences sur je sais pas moi, par exemple, la coordination des équipes, t'arrives à 10h30, on est tous avancés, on avait besoin de toi à 9h, t'es pas là, ça nous a fait prendre du retard, ça c'est tout à fait compréhensible. Ça peut être d'autres conséquences, et en même temps, mais tu vois, pouvoir l'expliquer. Moi, ça c'était, là, tu as touché un autre point, c'est que en soi, moi, j'en ai rien à faire qu'il arrive à 10h. Ça a été fait. Par contre, là où j'ai commencé à avoir des problèmes, c'est que l'équipe grandissant, du coup, d'autres disent putain, mais c'est pas juste. Mais attends, c'est quoi la règle? Ben voilà, c'est qu'en fait, il fallait. Moi, je suis pas quelqu'un de procédurier ni de règles. Si j'ai monté une boîte, c'est parce que je voulais être libre et créer un truc qui me ressemble et où je me fais pas chier, tu vois. Mais sauf que plus ça grossit, plus tu es obligé d'avoir des règles. Et donc, pour moi, la réponse c'est la règle, elle n'était pas assez forte. Ben non, elle sert à quoi cette règle? Créer une cohésion et une forme de sécurité, quoi. Comme ça, en fait, déjà, d'un point de vue légal, c'est de telle heure à telle heure que tu dois être là au travail. Sécurité. Et puis, en fait, si on a besoin de toi, on n'a peut-être pas besoin de toi aujourd'hui, mais en fait, s'il y a quelqu'un qui veut te parler,
Mais peut-être il faut challenger la règle, je sais pas. Faut que la règle ça serve à quelque chose, quoi. Après, il y a des boîtes, ils autorisent d'arriver. Oui, tard, chaque situation est différente. Là, c'était un petit exemple. Ouais. Mais chaque situation est différente. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'être factuel. Ouais. Et de jamais, tu vois, juger la personne en elle-même. Attends, t'es bordélique, t'es pas efficace, tu es. Ça, il vaut mieux éviter. Vaut mieux aller juste sur les faits, quoi. Tu vois, tu as fait ça, il s'est passé ça, etc., etc. On parle pas de l'identité de la personne. Ouais, voilà. Parce que sinon, il y a un réflexe de défense qui se met en place. Et, tu vois, si je suis ton subordonné et que tu veux me faire un reproche sur la qualité de mon travail, tu vois, je te rends un délivrable, ils sont mal présentés, etc. Tu vas pas me dire, par exemple, t'es désordonné ou Hervé, t'es pas créatif ou je sais pas quoi, parce que là, je vais me sentir attaqué dans mon être, en fait. Et je vais mettre en mode défense et je vais commencer à contre-argumenter pour sauver mon honneur, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est foutu. Alors que si tu juges le travail, les faits, moi, ça va. Tu vois, mon honneur est sauf, c'est le travail. On parle des faits, tu vois. C'est différent. Mais c'est sûr que c'est un mauvais moment à passer. C'est vrai Moi, que je sais que j'ai du mal à le faire. Et c'est quand j'ai commencé à le faire correctement que ça a été beaucoup plus simple par la suite pour commander, quoi. Tu disais que... je parle beaucoup de LinkedIn parce que sur LinkedIn, tu es très prolifique. Il y en a un où tu dis les équipes se modèlent à leur leader. Ah ouais. J'avais une actionnaire qui disait on a les équipes qu'on mérite. Ouais, bah c'est la même chose. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemblait Hervé avec des bons leaders et à quoi ressemblait Hervé avec des mauvais leaders? Si tu as des exemples à nous partager. Excellente question. Effectivement, j'ai pas été le même en fonction du chef avec qui je travaillais. Tu vois, le dernier capitaine que j'ai eu, j'ai fait preuve de beaucoup plus de discipline sous ses ordres que sous les ordres d'autres capitaines. Et ce capitaine-là était très discipliné. Tu vois. Et franchement, on le voit à l'armée. Hein, le chef de section, le commandant du compagnie, ils changent régulièrement, tu vois. Une compagnie, c'est tous les 2 ans. Une section, bon, ça dépend, c'est tous les 2 ou 3 ans en général. 3 ans. Dès le changement de chef, tu observes des modifications. C'est fou, ça. Ouais. La section change. Tu vois, pas fondamentalement. Ah, c'est toujours les mêmes gars. Il y a toujours il y a une base, tu vois. Voilà. Mais les résultats, ça va changer. Le dynamisme, c'est pas le même. Il y a une dynamique qui se met en place à chaque changement de chef. Et tu peux nous raconter des exemples comme ça nous permet de nous projeter sur l'influence que peut avoir le chef. Ouais, mais si je raconte des exemples, je vais tryharder. Ok. Je risque en plus de pas être très objectif. Okay. Parce que j'ai le sentiment d'avoir toujours fait partie de la meilleure compagnie du régiment. Okay. Alors que j'ai pas toujours été dans la même. Ok. Tu as une phrase qui est hyper connue dans le monde de l'armée qui est quand le chef s'assoit, les hommes se couchent. Ah ouais. D'où l'importance que le chef montre l'exemple. Maintenant, jusqu'où en fait cet exemple il va dans le sens où cette phrase, j'en reviens un peu au début, mais elle est comment dire, elle peut être oppressante. Ouais. En fait, elle est il faut pas la prendre au pied de la lettre. Moi, cette phrase, je l'applique bien aux managers de proximité. Ok. On prend un exemple, un lieutenant qu'on mène sa section pour une marche d'entretien sur 20-30 km, voilà. Et on observe ça. C'est-à-dire qu'à chaque pause, en fonction de la manière dont le lieutenant se tient, les soldats vont se tenir en fonction de la manière dont le lieutenant se tient. Si le lieutenant s'assoit, on observe qu'il y a des soldats qui vont se coucher. Mais si le lieutenant reste debout, par exemple, il se repose debout, tu auras beaucoup moins de soldats allongés.
Et si le lieutenant s'allonge, moi j'ai jamais vu ça, hein, mais un lieutenant qui s'allonge comme ça au bord de la route dans un champ, là je sais pas ce qui se passe, mais peut-être que tu as des soldats qui enlèvent les chaussures, enfin j'en sais rien, mais en fait on parle de... On copie le comportement de son chef, mais en faisant souvent juste un peu moins, tu vois. En fait, c'est un effet de pyramide, mais ça veut dire que celui qui est en haut, il y a une putain de pression sur les épaules. Ouais. Mais on parle d'exemplarité, c'est pas pour rien, hein. Mais on est toujours exemplaire. Ça, c'est marrant. On est exemplaire quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. Puisque, de toute manière, nos subordonnés vont d'une certaine manière calquer leur comportement sur le nôtre. L'identité de ta boîte, en fait, c'est toi qui la donnes à travers ton attitude. Mais tu vois, ce qui est, comment dire, pour moi, ce qui est un peu un mystère, c'est que qui je suis, je vais recruter des gens qui vont être complémentaires à ma personnalité. En tout cas, moi, c'est mon mode de fonctionnement. Des gens disciplinés, des gens carrés, tout ça. Mais moi, dans mon profil, je suis un gars de réseau, de contact. Mon job à moi, c'est avoir des bonnes idées, vendre. Et tout ça, ça n'a rien à voir. Mon quotidien n'a strictement rien à voir avec le quotidien de mes équipes. Donc, si j'essaye de leur montrer un exemple de comment eux doivent être, je fais plus mon travail. Parce que moi, c'est les week-ends, faire du networking, faire 3-4 jours, faire des réseaux, passer une journée à aller me balader pour essayer de prendre de la hauteur sur ça. Donc forcément, les équipes en dessous, elles vont se dire « Ah putain, David, il en fout pas une ». Ouais, mais il y a des échelons quand même. Oui, voilà. Mais tu vois, si on pense que chaque échelon influence celui d'en dessous, en fait, pour moi, c'est un mystère, en tout cas, à débloquer, parce que je me dis, en fait, l'exemple que moi j'ai, le rôle que j'ai, en fait, il peut pas être exemplaire pour les autres. Non, mais là, tu parles... en fait, toi, tu es tourné vers l'extérieur. Ta mission, c'est de tourner vers l'extérieur. Ok. Mais ton comportement, tu vois, ta manière de t'habiller, par exemple. Imagine que tu es en costume cravate toute la journée. Ouais. Tu vas peut-être influencer la tenue des personnes qui travaillent dans ta boîte, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais si tu es en t-shirt, jean, basket toute la journée, les mecs vont s'habiller en t-shirt, jean, basket toute la journée. Oui, il faut que je décide quelles sont les zones importantes d'influence. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître et d'avoir quelques principes comme ça sur lesquels tu déroges pas. Et à force, les gens les intègrent et les connaissent par cœur. Ça demande un peu de discipline. On a parlé avant de tactique et de stratégie. C'est un truc que je vois beaucoup. Une des phrases, j'ai l'impression, préférées des militaires, de dire vous faites de la tactique, ce n'est pas de la stratégie et tout ça. J'ai l'impression que c'est genre la punchline. Mais ce serait quoi, à l'échelle d'une entreprise, la différence entre les deux? Ouais, ça c'est un vaste sujet, mais pour moi, alors je dis pas que je suis un expert en la matière, attention, mais pour moi, la stratégie, c'est savoir quelle bataille mener. Et la tactique, c'est savoir mener la bataille. Ok. Tu vois? C'est de dire quel pays on doit attaquer, ça c'est la strat, pourquoi il faut le faire, et après la tactique, c'est comment on va les buter, quoi. Ouais, et en fait, tu peux décliner ça à chaque niveau. Tu vois? Ok. Ouais, la stratégie, c'est ça pour moi, c'est quelle bataille on mène, et ensuite, la tactique, c'est comment on la mène. D'accord. Et je pense qu'il y a des profils qui sont plus doués pour la stratégie et d'autres plus doués pour la tactique. C'est pour ça que souvent, il y a cette architecture d'un visionnaire à la tête d'une entreprise qui est plus stratégique et un tacticien plus porté sur les opérations, sur comment on va faire, tu vois. Et il y en a qui rajoutent même le niveau opératif, tu vois, stratégique, opératif, tactique. Mais là, bon, c'est purement militaire. Moi, j'avais entendu ça, c'est à celui qui imagine, celui qui modélise et celui qui l'exécute. Ouais. La tactique, c'est plus l'exécution, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur
je pense que beaucoup de personnes qui me suivent sont lancées dans l'entrepreneuriat aussi pour avoir de la liberté et pour prendre soin de leur famille, monter des boîtes qui sont à la fois au service du monde, mais aussi au service de leur famille. Et ils veulent pas, s'ils prennent tous ces risques, c'est pas pour bosser 70 heures par semaine. Ça, c'est une réflexion qui me porte depuis des années et que via ce podcast-là, j'essaie d'interroger chacun pour essayer d'enrichir la trousse à outils de l'entrepreneur pour créer une entreprise qui lui met vraiment de la liberté. Parce que le mot liberté, en fin de compte, quand tu as une entreprise, tu n'es pas vraiment libre. Parce que si tu es à ton compte, en gros, tu n'es pas l'esclave de tes clients, mais en fait, en gros, tu dois répondre aux clients. Après, c'est tes équipes, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à un patron? Il a ses enfants, il les voit grandir, mais il est né dans l'opérationnel. Et là, il veut une mission commando pour ressortir un peu, reprendre la bouffée, pouvoir profiter un peu plus de sa famille, pas ramener le boulot à la maison. Toi, avec ton expertise à toi, c'est quoi ta trousse à outils pour l'aider? Ouais. J'en ai d'un justement comme ça en ce moment, qui a un rythme infernal, quoi. Infernal. Et il travaille dans la distribution. Il a un magasin de vente de fruits et légumes. Et plusieurs salariés, etc. etc. Et il dort vraiment pas beaucoup. C'est une machine, je sais pas comment il fait. Et il est complètement avalé par le boulot, quoi. Parce qu'il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Et personne n'a une mission à lui. Dans le magasin, tout le monde fait un peu tout. C'est un magasin comme un peu... tu sais, les magasins de fruits frais, bio, etc. Ouais. C'est des gros trucs, là. Et tout le monde fait un peu tout. Et lui aussi, d'ailleurs. Je pense que... Alors moi, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais ce que je peux lui amener, c'est définir la responsabilité individuelle, définir une stratégie claire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important de faire cette année, quoi. On ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Si tu cours 2 lièvres à la fois, tu n'en attrapes aucun. Parce qu'ils ne courent pas ensemble côte à côte, en fait. Vieux proverbe de chasseur. Mais tu définis des responsabilités, tu définis des process. D'ailleurs, là, on est en train de le faire avec lui. Et déjà, rien qu'avec ça, tu as une idée plus claire. Le but, c'est de mettre en place des processus de délégation, tout simplement. Et la délégation, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir le faire. C'est de la méthode. D'accord. N'importe qui peut le faire. C'est juste de la méthode. Moi, c'est ce que j'observe. Parmi les clients que j'ai, ceux qui sont un peu avalés par le boulot, c'est qu'ils n'ont pas mis en place de procédure de délégation optimale. Donc là, je t'ai parlé d'un magasin de fruits et légumes, mais j'aurais pu te parler aussi d'un cabinet dentaire que j'accompagne, où l'enjeu, il était là aussi. C'est que les deux fondateurs étaient en permanence avalés par le travail, quoi. Et là, petit à petit, après plusieurs semaines de travail ensemble, ils commencent à y voir un peu plus clair. Ok, ça c'est ma responsabilité, ça c'est la sienne. En général, le problème, c'est quand tout le monde s'occupe de tout. Et où il n'y a pas des missions claires, nettes et précises pour chacun d'entre nous. Puis j'ai l'impression, là, les profils que d'entrepreneurs que tu me partages, c'est peut-être aussi des gens qui sont un peu amoureux de leur travail. Et donc, du coup, ils ont envie de mettre les mains dans le cambouis. Et donc, moi, je parlais avec un entrepreneur dernièrement qui disait le moment où j'ai fait vraiment de l'argent et j'ai gagné en liberté, c'est quand j'ai arrêté d'être amoureux de mon entreprise. Wow. Ah ouais. Parce que quand tu es amoureux, tu veux que ce soit beau partout, tu mets ton nez partout. Et donc, en fait, tu laisses pas les gens faire parce que tu veux que ce soit fait un peu à ta manière. Puis, en fait, ok, objectif, c'est faire 1 million de CA, mais il faut que ce soit fait, que les équipes aillent bien, qu'il y a tout qui aille bien. Et tu vois, parce que c'est ta famille. Dans ta famille, tu veux pas juste que ton enfant ait son bac, tu veux qu'on passe des bonnes vacances, qu'on achète des bons trucs, tu veux que tout aille bien. Et j'ai l'impression que le passage, c'est presque un passage émotionnel de détachement de son entreprise, de dire en fait, cette entreprise, je veux qu'elle accomplisse sa mission, mais moi aussi j'ai une autre vie, j'ai une famille, j'ai des amis, et je veux qu'elle soit aussi au service de ça. Et je pense que pour beaucoup,
il y a un amour de l'entreprise, puis c'est aussi une drogue, le boulot. Ouais, complètement. Donc, en fait, plus t'en fais, plus tu kiffes, tu râles. Parce que tu dis, je vois pas assez mes enfants, tout ça. Mais dans les faits, t'arrives pas à faire autrement. Ouais. Ça, faut être clair avec soi-même. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux bosser toute la journée ou est-ce que tu veux voir tes enfants? La vérité, c'est qu'il y en a certains d'entre nous, ils veulent travailler toute la journée. Hein. Ouais. Et c'est là où, en fait, je trouve que ce travail de responsabilité, c'est aussi un peu tranché. Et de dire, non, je ne m'occuperai plus du rayon des pommes. Voilà. Ouais. Voilà, c'est pas si important que ça. Voilà. Le magasin, il va tourner quand même. Ouais, c'est exactement ça. Alors, et là c'est un truc sur lequel je peux difficilement aider mes clients parce que je suis pas coach. Ok. Mais quand ça touche à de l'affect, c'est la personne elle-même qui doit chercher à comprendre, mais pourquoi j'accorde tant d'importance à ce rayon, etc. Ou tant d'importance à cette chose-là, ou à cette formation que je délivre à mes clients, ou à cette opération que je fais pour mes patients. Tu vois, il y a des choses comme ça qu'on peut déléguer, mais qu'on n'ose pas faire par attachement viscéral. Ça, c'est un travail à faire sur soi-même. Hein. Mais à partir du moment où on n'est pas tout seul dans l'entreprise, je considère qu'il y a une partie de l'entreprise qui t'appartient plus trop, tu vois. Toute la partie dont je sais pas, je te donne un hasard, au hasard, une secrétaire s'occupe, tout le secrétariat, ça t'appartient plus trop, tu vois. Bon là, en général, c'est pas très grave. Tu vois, le secrétariat, on est bien content de le... Mais à partir du moment où c'est, par exemple, un créateur, celui qui écrit la newsletter de ta boîte, la newsletter, elle t'appartient plus trop. Et ça, j'imagine que ça doit pas être évident pour le chef d'entreprise qui est parti tout seul de rien comme ça, qui a tout fait lui-même. Ouais, qu'il doit vraiment se détacher et se dire, en fait, ce sera pas aussi bien fait. Non. En fait, ce sera pas fait comme tu le veux. Ouais. Et après, tant que le client il achète, mais voilà, tu t'en fous. Mais c'est ça. Et ça, c'est quoi le plus important? Ça, c'est le défi. Ouais. Mais le défi, c'est que souvent, ce que j'observe autour de moi, des gens qui sont créés eux-mêmes, c'est qu'ils ont mis tellement leurs pattes dedans, c'est que quand ils mettent quelqu'un d'autre à la place, il va le faire à sa manière, mais les clients ont tellement été habitués à une certaine manière que en fait, ça vend pas. Et du coup, il dit, voilà, la preuve, ça vend pas, il faut que j'y retourne. Quand on délègue, il y a toujours un moment où la performance baisse, forcément, parce que toi, tu es au top dans ce que tu fais, et à partir du moment où tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose que tu faisais parfaitement, faut pas t'attendre à ce que ce soit fait aussi bien. Donc la courbe, elle va faire un truc comme ça, tu vois. Elle va descendre jusqu'à ce que la personne maîtrise aussi bien que toi, et ça va remonter petit à petit. Il faut être capable Il faut accepter. Ouais. Il faut un peu de patience, quoi. Il faut un peu de patience. Mais une délégation, ça se prépare. Tu vois, c'est pas ok, bon, ça, moi j'arrête de m'en occuper. C'est toi qui prends ta carte blanche. Ça se prépare en amont, tu vois, sur ce que tu attends exactement comme résultat. Et tu aides tu co-construis le comment avec la personne à qui tu délègues. En fait, c'est un accompagnement. Hein. En suivant ton approche et puis ce côté très suivi, formation, reporting, briefing. En fait, je me scanne et en même temps, je scanne les copains entrepreneurs, en tout cas ceux que j'ai autour de moi. Et je pense qu'il y a un petit côté en nous. Alors, le terme, c'est un peu les termes à la mode, là, tu sais, multipotentiel ou HPI ou je sais pas trop quoi. Tu sais, ces gens-là où le cerveau qui fait bing, 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 bing. Et en fait, moi, quand je t'entends, je me dis, mais jamais je vais réussir à faire des reporting, à prendre le temps d'accompagner. J'ai l'impression que j'ai l'idée, il faut la faire dans 3 jours. Et je sais que c'est des conneries, mais c'est impulsif, tu vois. Et ça demande un énorme travail sur moi de dire, avec le temps, je me suis amélioré. Mais c'est pas parce que j'ai une idée qu'il faut la faire dans la semaine. Vaut mieux faire que faire simple, c'est compliqué. Donc ça prend du temps, que les meilleures idées, en fait, elles se construisent, comme tu dis, tout ce que tu dis. Mais en fait, c'est un gros travail, naturellement, pour un créateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre quelque chose, au début, doit faire 10 métiers en lui, et il doit tout toucher. En gros, ça lui demande d'évoluer pour structurer tout ça. J'avais une actionnaire qui disait, généralement, quand un entrepreneur, il veut commencer à recruter et
pour se libérer du temps. Généralement, c'est entre 3 et 5 personnes pour faire le travail d'un entrepreneur. Elle avait une boîte avec 2000 salariés. Elle a racheté des dizaines de boîtes. Et dit, en fait, un entrepreneur qui a créé sa boîte, généralement, il fait entre 3 et 5 métiers. Donc, tu vois, dans son essence, en tout cas, l'entrepreneur pionnier, je parle, celui qui fait naître. Ouais. Tu vois, si on prend l'exemple de celui que tu accompagnes sur son magasin de fruits, le gars, il a dû aller commander des stocks, gérer de l'achat-revente, le transport, il s'occupe de la qualité, l'immobilier, ensuite la compta, l'accueil du public. Non, et justement, et après, ces fonctions-là stratégiques, les stocks, les sous, tu vois, toutes ces questions-là, il les délaisse. Parce que, justement, il s'est mal positionné. J'en reviens à la posture. Peut-être qu'il n'a pas envie de le faire aussi, ça. Ouais, effectivement, il y a des choses qu'on aime bien faire, tu vois. Parce que quand on aime son produit, on aime être en contact avec ce produit. Et puis, je le conçois, faire les stocks, c'est pas aussi sexy que d'aller choisir des fruits et légumes à Rungis, tu vois. Mais c'est pourtant sa fonction. Il y a un bouquin que je t'inviterai à lire qui est génial, qui s'appelle le e-mythe. C'est le mythe de l'entrepreneur. Et il décrit vachement bien ce mécanique de l'entrepreneur qui, souvent, ça va être quelqu'un de passionné sur son sujet. Genre, lui, je sais pas, il aime les fruits ou un informaticien, un développeur web. Il va être très bon dans son domaine. Et puis, il va dire, ouais, mes chefs, ils sont cons, ils comprennent rien. Je préfère beaucoup plus d'argent tout seul. On me laisse pas m'épanouir et tout ça. Je me lance à mon compte, je vais monter une boîte de développement. Sauf qu'en fait, une entreprise, c'est pas que du développement. C'est de la compta, du commercial, de la fidélisation de clients, la gestion de conflits, du recrutement. Et ça, c'est vraiment le défi de l'entrepreneur passionné par son métier. Et ce bouquin, il explique très bien les mécaniques de comment tu sors de « je suis un passionné », en gros, je suis un artisan, je fais ça, un faiseur à un entrepreneur. Et l'entrepreneur, du coup, il se détache, il met en place des process et tout. Je pense que tu le kifferais parce que c'est toute une histoire de process. Mais comment tu montes? En fait, il explique que tu fais ton organigramme et au début, tu es 2, mais tu as 10 casquettes. Donc, lui, il en a 5. Il est marketing, comptabilité et tout ça. Mais dès le début, toutes les casquettes. Et à chaque fois que tu recrutes quelqu'un, tu dis, toi, tu auras 3 casquettes. Puis au fur et à mesure, les gens, à la fin, ils n'ont plus qu'une casquette. Mais en effet, c'est un processus. Ça prend du temps, quoi. Ouais, finalement, c'est beaucoup de discipline. Hein. Ouais. C'est comme le leadership, il n'y a rien de naturel. Hein. Toi, pour toi, la dimension de discipline, c'est le non naturel. Ouais. C'est faire ce qui doit être fait au moment où ça doit être fait, que ça nous plaise ou non. Pour moi, dans le leadership, il n'y a quasiment rien de... Enfin, le leadership, ça peut être naturel pour 0,001% de la population. Ouais. Et les mecs, ils sont nés avec... ils ont été bénis et ils ont tous les attributs du chef, quoi. Ils sont bienveillants, ils sont empathiques, ils ont une autorité naturelle, ils sont intelligents, sportifs, beaux, tout ce que tu veux, tu vois. Ces gars-là, ouais, c'est des chefs nés, ok. Mais pour les gens normaux qui restent, c'est-à-dire 99% d'entre nous, tout ça, c'est pas naturel. Hein. Ça se travaille, c'est de la compétence. Hein. C'est de la discipline, finalement. Moi, je me rends compte qu'en ce moment, sur ce sujet, un des gros défis que j'ai, c'est que je me rends compte que être discipliné, ça demande beaucoup d'efforts. Et que pour déployer autant d'efforts de contrat, d'une certaine manière, il faut quand même avoir l'espace mental. Tu vois, quand on faisait les formations avec l'équipe de militaires, en fait, il y avait une part de moi, j'étais un peu sceptique, pour être sincère, parce que je me disais, en fait, à l'armée, il y a une mission, une tâche, et tu fais 5 jours, tu reviens, il y a le temps qui est prévu pour débriefer, te ressourcer, poum, après tu réattaques, tu reviens. En fait, il y a une forme de simplicité dans ta tâche. Et moi, j'ai l'impression, mais je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein, mais j'ai
énormément complexifié mes projets, ma vie. Ouais. Et c'est comme si je peux pas j'ai une forme de boulimie au projet, à tout ça. Et du coup, après, j'arrive pas à faire preuve de discipline parce que j'ai trop de trucs, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un énorme enjeu. Ouais, c'est comme si tu lançais plusieurs missions en même temps, quoi. Voilà, c'est ça. On doit patrouiller à gauche et on doit patrouiller à droite en même temps. Ouais, et puis que tu es en train de dire en même temps, les gars, faites-moi une cabane au cas où on doit dormir là. Et puis, en fait, ouais, et une forme de boulimie, tu vois. Je vais être avec les snipers, avec les tanks. Puis, attends, c'est hyper cool, les ponts là aussi, vraiment sympa. On va faire un pont. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi de ça. Il y a reconnaître que pour être une personne disciplinée, il faut préserver son espace mental. Tu vois, je sais pas si tu l'as vu, le docu sur Netflix de Schwarzenegger. Non. Passionnant. Ouais. Mais le mec, genre, il est monotâche mentale, tu vois. Il a dit, je vais être monsieur Miss Monde, ou je sais pas comment, c'était quoi, monsieur Univers. Ouais. Genre, pendant 7 ans de sa vie, il n'a pensé qu'à ça. Il n'a fait rien d'autre que... Mais vraiment, il dit un seul objectif. Il dit, moi, ce qu'il disait, c'est à partir du moment où je peux le voir, le visualiser, j'ai un objectif précis, je lâcherai rien. Mais il fait rien d'autre. Non. Bang. Il a simplifié. Et voilà. Il a simplifié le process. Et ça, je pense que... Mais en vérité, il faisait pas rien d'autre. Hein. Non, oui, il a fait de l'immobilier. Non, mais pour aller vers cet objectif-là, il faisait plein de choses. Il se forçait à dormir, il se forçait à manger, il se forçait à faire du cardio, il faisait du sport, évidemment, et il faisait sans doute d'autres trucs à côté. Il était suivi par des médecins, il prenait tel produit anabolisant, il prenait tel milligramme de stéroïdes et tout, parce qu'ils étaient ultra chargés, ces mecs-là. Donc, en fait, il faisait plein de choses, mais pour atteindre un objectif ultra clair. En fait, c'est ça, c'est cette définition de l'objectif. Je pense, hein, vraiment, hein. Tu définis un objectif ultra clair tout en haut. Bon, en général, c'est simple, c'est un objectif de chiffre d'affaires. Tu vois. Et ensuite, tu le déclines en sous-objectifs, mais chacun cohérent avec l'objectif du niveau supérieur. C'est à partir du moment où tu balances des idées de création qui ne servent pas directement l'objectif du niveau supérieur que tu risques, à mon avis, hein, de disséminer tes forces là où justement tu devrais les concentrer, puisque tu peux pas recruter à tire-larigot, tu vois. T'as pas un budget à recrutement. En gros, je pense que le défi, c'est concentration des forces. Et voilà. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, j'aime tellement lancer des projets que en gros, il faut que je me canalise, quoi. Et ben merci Hervé. On a passé un bon moment. Merci David. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur ? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a plein de vertus, il y a une liberté, il y a de l'ambition. Mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête,
à passer à l'étape d'après et vous poser aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.